Une seconde. Et voilà, on est live. Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. On est 88 personnes connectées. On a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. On va démarrer tranquillement. On a pour ceux qui, alors pour ceux qui nous connaissent, je vais préciser pourquoi on est là, ce qu'on va faire, etc. Et puis je vais laisser la parole à mon, à mon intervenant. Je suis très heureux qu'Alexandre soit avec nous. Petit test technique. Est-ce que vous entendez correctement, vous voyez correctement? On est deux personnes à l'écran et normalement, et Alexandre, est-ce que tu peux faire un test sonore, dire bonjour à tout le monde pour qu'on puisse participer? Bonjour, bonjour à tous. Heureux d'être là avec vous. Est-ce que vous nous entendez haut et clair? Super, merci beaucoup. Et on a les premiers OK, super, bon ben formidable. C'est que ça fonctionne et puis les gens se connectent. Voilà, il est 14h31, ça, les connexions montent. N'hésitez pas, on va être assez nombreux. Pour ceux qui connaissent l'exercice, donc Quali Social organise ces moments de partage dans un modèle plutôt décontracté. L'objectif n'est pas de présenter des sujets hyper lourds, mais simplement de réfléchir et de travailler sur des questions de société qui touchent les questions de santé mentale, les questions de bien-être, les questions de travail. Et donc, l'exercice, il est collaboratif parce que moi, je suis là en tant qu'animateur et puis aussi avec mon regard d'expert. Un intervenant vient avec sa posture particulière, mais vous aussi, enfin tous les participants, vous êtes là. On a des sondages, il y a le chat. Je vois que tout le monde dit bonjour, bah, c'est formidable. N'hésitez pas à dire, je fais toujours ce sondage. Si vous êtes là en tant que manager, si vous êtes là en tant que RH, en tant qu'élu, en tant que salarié intéressé par le sujet, en tant que psychologue, en tant que thérapeute, dites-nous qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et dites-nous aussi dans le chat d'où vous venez. Je voyage toujours, bah voilà, Basile qui nous dit suis Afrique. Je vous entends parfaitement, j'imagine. Dites-nous, n'hésitez pas à nous dire où vous êtes en ce moment précis, parce que je trouve ça génial de pouvoir se retrouver sur ces thématiques et de voir qu'on est dans des endroits exotiques parfois. Donc voilà, bonjour à tous. Je vois qu'il est 14h32. Bah, voilà, Brest, Lyon, manager, bonjour de Quimper, beaucoup de Bretons. D'ailleurs, tu nous diras, Alexandre, à un moment, je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter un petit peu. Tu nous diras d'où tu viens aussi. Mais avant de te donner la parole, je vais me présenter, Camille Puech. Donc, je suis le président de Cali Social. Mon métier, c'est d'accompagner les organisations sur les questions de santé mentale au travail, comment on améliore la santé mentale au travail et comment on améliore la qualité de vie au travail avec Cali Social. Donc, on a près de 600 organisations avec qui on travaille et on les aide à améliorer le bien-être de leurs collaborateurs. J'anime ces sessions parce que la santé mentale, le bien-être, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui a besoin d'énormément de recherche, d'approfondissement, de défrichage. On est au tout début de ces sujets qui sont de plus en plus importants et il faut être très humble et, euh, et toujours se remettre en question et poser des questions et permettre le débat sur ces sujets pour avancer collectivement sur ces questions. C'est l'objectif de ces regards croisés d'experts. Aujourd'hui, on a une thématique, une thématique qui parle beaucoup, qui fait sens, hein, que beaucoup connaissent, c'est la question du management. La période est très particulière. Le rôle du manager a déjà beaucoup évolué. Et aujourd'hui, la question se pose du management demain. Quel manager pour demain? Quel manager pour le nouveau monde du travail? Comment on organise cela? C'est pas un sujet évident. Euh, Nous, on le constate dans les différentes enquêtes, Coviprev qui nous montre que déjà en santé mentale, bah, on a atteint des niveaux de tendance anxieuse, de tendance dépressive qui sont plus élevés que ce qu'on connaissait avant. On a une personne sur quatre qui présente un état anxieux. C'est la dernier baromètre Coviprev, hein. Un Français sur quatre en état anxieux contre un Français sur huit avant la Covid. 1 sur 7 en état dépressif contre 1 sur 12 avant la Covid. Donc la santé mentale est mise à mal en ce moment. On a cherché, nous, à comprendre, aller un petit peu plus loin. On a fait un baromètre. Le baromètre nous a dit que globalement, les managers, les personnes à responsabilité étaient les personnes les plus concernées, hein, les plus touchées justement par cette situation au travail, j'entends.
Et on regarde aussi dans l'accompagnement individuel que l'on réalise et on s'aperçoit une fois de plus que les managers nous sollicitent beaucoup plus qu'avant. On a 3 fois plus de sollicitations de managers depuis la rentrée de septembre que par rapport à avant. Et donc, il y a un vrai sujet autour du manager. Et moi, ça me touche particulièrement parce que je suis manager, j'ai mes équipes que j'accompagne tous les jours et je vois ce dont elles ont besoin et la manière dont je peux les accompagner. Et je vois que ça a changé. Donc, j'ai une double casquette aujourd'hui parce que je suis aussi présent en tant que manager. Et pour parler de ce sujet qui est pour moi donc central et clé dans le futur des organisations et de la qualité de vie au travail, eh ben, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Alexandre Jost, qui est le fondateur de la Fabrique Spinoza et délégué général. Et puis qui fait plein d'autres choses. Et puis je crois que tu es aussi membre d'un mouvement sur LinkedIn justement pour favoriser le changement et impacter la société pour qu'elle évolue positivement. Voilà, Alexandre, je suis super content que tu sois là avec nous. Je suis beaucoup ce que tu fais et j'apprécie beaucoup ton travail. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu avant qu'on puisse démarrer et que tout le monde te connaisse bien pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense que tout le monde ici te connaît déjà. Avec plaisir. Merci Camille pour cet accueil qui est à la fois chaleureux et avec plein de chiffres et déjà de l'inspiration. Pour vous dire deux choses personnelles et qu'on ait une relation aussi forte que possible malgré le fait que l'on se voit de manière asymétrique. Eh bien, donc j'ai 44 ans, je suis quelqu'un de joyeux par nature et par éducation. Et c'est ça qui m'a donné envie de créer la Fabrique Spinoza pour essayer de comprendre quels étaient les déterminants de l'épanouissement humain et voir ceux qui étaient partageables, ceux qui pouvaient inspirer des décideurs, des citoyens. Donc voilà, une première chose que vous pouvez savoir sur moi, c'est que je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Et deuxièmement, vous pouvez aussi savoir, je le disais en off à Camille avant que s'active la caméra, que aujourd'hui je suis aussi quelqu'un d'anxieux. Il y a peut-être un rire un peu nerveux là, parce que je suis jeune papa depuis 7 semaines et j'étais encore au téléphone avec la pharmacie avant le démarrage du webinaire pour essayer de voir comment gérer des régurgitations d'un tout nouveau-né. Voilà, voilà. Donc c'est ça aussi la vie, la drôle de vie que l'on a, des vies pleines, des vies avec des endroits différents, la maison, le télétravail, le travail, des vies de famille. Et comment est-ce qu'on arrive à concilier tout cela? Je pense que c'est une manière d'entrer dans la matière en vous mettant un peu de tripes. Et je vais utiliser mon envie de vous donner de l'énergie pour en trouver moi-même. Voilà. Ben, merci Alexandre. C'est vrai qu'Alexandre est arrivé essoufflé et on choisit pas en fait nos vies, quoi. Les choses nous tombent dessus et puis on fait avec. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et je trouve que ce que je lui disais, mais en fait, est-ce que tu es d'accord pour qu'on en parle en introduction? Et il me disait oui. Et je pense que c'est important aujourd'hui plus que jamais, de respecter ce que l'on est intégralement et pas essayer de se mettre des masques et d'être quelqu'un de différent en fonction des contextes dans lesquels on se retrouve. Enfin, Et, s'ils se mettent des masques, oui, mais pas ceux-là. et voilà, et je suis papa aussi, donc je comprends tellement ce que tu vis et je l'ai tellement vécu et ça fait partie de nos vies. Euh, je vais enchaîner. Donc, il y a le chat. Je vais utiliser aussi des sondages. Vous verrez que j'intégrerai durant la communication. Si vous avez des questions, si vous avez, voilà, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va les suivre et puis on essaiera d'y répondre. On est 143. Euh, on va démarrer. Moi, je le disais tout à l'heure, beaucoup de sujets qui tournent autour du manager, le manager d'aujourd'hui, le manager de demain. J'ai partagé quelques stats qui montraient qu'effectivement, il y avait un sujet autour du manager. Est-ce qu'il y a un problème? Si oui, quel est-il? Et est-ce qu'on a besoin des managers aujourd'hui, demain? Et de quel manager a-t-on besoin aujourd'hui et demain? Moi, c'est vraiment les questions que je me pose qui sont le sujet de notre webinaire commun. Alexandre, dans la préparation, tu m'as partagé une enquête QV2T
que tu mènes avec la fabrique Spinoza. Je crois que tu le fais en partenariat avec l'Institut Sync et Norstat. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire justement bah, si tu vois ces sujets, qu'est-ce que tu vois au travers de ces résultats et en lien avec ce sujet? Oui, avec plaisir. En fait, cette enquête, elle est intéressante parce qu'elle est sur un grand échantillon représentatif. On est sur des milliers de personnes. Donc, à nouveau, je remercie Norstat et l'Institut Sync pour avoir mené ces travaux avec nous. Elles sont intéressantes parce que par QV2T, on va dire, selon la manière de voir les choses, qualité de vie en télétravail ou qualité de vie en travail et télétravail. En tout cas, vous voyez à quoi ça se réfère. Et donc, cette enquête, elle interroge les gens sur comment ils se sentent au travail en fonction des conditions dans lesquelles ils travaillent. Et ça me paraît être un bon point de départ pour pour appréhender la position du manager. Ça a été réalisé en septembre 2021 et ça va être réalisé tous les 2 mois. Il y aura au moins 3 vagues et on a produit un indice, l'indice de QV2T, qui est de 59 sur 100. Alors bon, un chiffre comme ça dans l'absolu, peut-être juste se dire que ça veut dire que les gens vont globalement bien, mais pas si bien que ça, vers à moitié vide, vers à moitié plein. Ce qui est peut-être l'un des grands enseignements de cette enquête, c'est quand même de voir que les gens qui télétravaillent régulièrement sont plus heureux que les autres dans leur travail. Ils ont un score qui est de 64 sur 100, alors que ceux qui ne télétravaillent jamais ont un score de 57 sur 100. Et ces scores, ils résument une vingtaine de questions qui ont été posées. Donc c'est intéressant, 64 versus 57, c'est une grosse, grosse différence. Et derrière, ce qui se cache, c'est que d'une part, il y a les gens qui ont accès au télétravail sont des gens qui ont des métiers ou des positions dans l'organisation qui sont plutôt favorables et leur permettent d'être plus épanouis. Mais c'est aussi que le télétravail en lui-même, en tout cas sa possibilité, eh bien, elle favorise une certaine qualité du travail, avec toute l'ambiguïté, toute la complexité, puisqu'on sent qu'on a aussi infiniment besoin de contact humain. Donc, se dire qu'il y a quand même 2 vitesses. Il y a ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas. Et on oublie souvent de parler des oubliés du télétravail et ceux qui n'y ont pas accès pour des raisons liées à leur métier ou organisationnelles ou de gouvernance. J'aime bien aussi se rappeler qu'il y a seulement une personne sur 2 qui est revenue, d'après cette enquête, en travail présentiel à 100%, quand même, hein, on pourrait le dire. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de revenir tout le temps en présentiel, mais ça n'est pas tout le temps possible. Ou alors, eh bien, finalement, je me laisse gagner par le besoin familial d'être à la maison à tel ou tel moment. Donc, ce chiffre aussi, 98% des réunions aujourd'hui sont hybrides. 98%. C'est quand la dernière fois que vous avez eu la chance d'avoir une réunion où tout le monde était en présentiel sans la complexité et des outils. Peut-être aussi, cette enquête, elle documente le fait que la moyenne de jours de télétravail, c'est 2 jours par semaine. C'est bien. C'est bien que ça ne soit pas au-dessus, mais à une moyenne de 2, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui télétravaillent à 3, à 4 et plus. Et ça, c'est dangereux pour le lien social et pour tout un tas de choses, on va en parler. Peut-être se rappeler aussi que globalement, la satisfaction au travail, elle est dans les 60%. Donc, paradoxalement, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, mais au travail, c'est encore un lieu dans lequel les gens vont plutôt bien. On observe une liberté qui est accrue dans cette enquête. Et puis, ça va vous parler, je pense, qu'il y a 82% qui disent que la fréquence de télétravail qu'ils vivent est adaptée à leurs besoins. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les organisations ont l'air de laisser de la liberté, d'avoir un peu lâché la bride pour permettre aux personnes de s'organiser, même si je connais encore une banque française qui autorise 1 jour de télétravail par mois. Et donc, on se dit, c'est quand même fou d'avoir si peu développé l'autonomie des collaborateurs. Je vais terminer avec 2 ou 3 chiffres dans ce même baromètre en disant que quand même 1/3 rencontrent des difficultés dans leur télétravail, diverses, informatiques, de connexion, relationnelles, d'information, de solitude. Et puis, il y a quand même 3 personnes sur 4 qui trouvent que pouvoir choisir son degré de télétravail, c'est un critère très important de choix
de métier ou de travail. Et en fait, quand on dit ça, on est en train de dessiner rien moins qu'un changement je vais utiliser des grands mots, mais de paradigme large, c'est-à-dire qui touche jusqu'à nos modes de vie. Alors, on parle des transformations des modes de travail, mais ça cache une transformation des modes de vie également, puisqu'on a quand même deux Français sur 5 qui envisagent de déménager. Et ça, c'est permis par le télétravail, pour ceux qui le peuvent. Donc, 2 Français sur 5, c'est quand même beaucoup. Traditionnellement, c'est réservé à ceux qui vivent dans les grandes agglomérations et qui se disent j'irai au vert. Là, c'est plus général. Il y a la moitié d'entre eux qui considèrent qu'une ville qui offre des perspectives de mobilité, de tiers-lieux, de vrai télétravail est attrayante. Et un quart qui disent travailler dans des tiers-lieux aujourd'hui, recourir à des tiers-lieux pour y travailler de temps en temps. Donc, on voit que derrière cette transformation, je ramasse mon stylo, des modes de travail, eh bien, il y a une transformation plus large des modes de vie, des appétences. On est peut-être, pour se faire un petit clin d'œil, peut-être qu'on racontera à nos enfants ou à nos petits-enfants, je ne sais pas, qu'avant 2020, eh ben, on devait travailler dans la ville où se trouvait son organisation. Non, c'est vrai, papy. T'es sérieux? Ben oui, je te promets. C'était après le Minitel et avant ce que tu vis aujourd'hui. Voilà quelques enseignements tirés de cette étude. Et c'est intéressant aussi dans ton étude parce que j'entends plein de choses et j'entends que en fait c'est que le début. On ne sait pas du tout de quoi sera fait demain. En fait, je me souviens, ça m'avait choqué. Le premier iPhone, c'était en 2008 et ça a complètement changé les modes de vie en quelques années. 2008, c'était il y a 13 ans. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais si on prend un peu de recul, en 2005, on ne pouvait pas lire ses emails autre part que devant un ordinateur fixe. Aussi beaucoup d'ordinateurs portables. Et l'ordinateur fixe était plutôt au bureau avec les mails du bureau et donc il fallait se déplacer pour pouvoir aller lire ses mails. Le monde a complètement changé. Et là, en t'écoutant et en entendant les résultats de l'enquête que tu as menée avec la Fabrique Spinoza, je me dis, mais oui, mais en fait, c'est pas fini cette phase de transformation des modes de vie, transformation des modes de travail, parce que tout va de pair. Elle est encore dans une phase de suspension. Tout le monde n'a pas posé ses valises. On disait que Tu as raison, ça me fait penser à un livre d'anticipation qui s'appelle Demain les chiens, qui est un livre de science-fiction je dirais de 1930, mais je ne suis pas certain, peut-être 1950, et qui imagine que des hélicoptères non polluants et très bon marché ont été inventés et permettent aux gens de se déplacer très vite d'un endroit à l'autre. Et en fait, ce mécanisme-là fait que les villes se vident complètement et que le monde se désintègre en allant dans les campagnes. Et en fait, cet hélicoptère, c'est la visioconférence, c'est le Zoom, peut-être le bruit des pales de l'hélicoptère. D'accord. Ah oui, c'est de là que le nom Zoom vient? Non, Non. non, j'imagine, je faisais une connexion, non. Oui, ça serait. Bah ouais, non, non, mais c'est plein de questions et surtout, moi, je ressens Les sur notre managers. manager parce Ouais. que j'étais avant-hier dans une société euh, dans le domaine de l'énergie. On a mené une enquête qualité de vie au travail. On mène des enquêtes qualité de vie au travail beaucoup en ce moment. En fait, on fait des démarches QVT. Je vous explique très simplement ce que fait Qualité Social. Il y a des alertes parce que les gens vont pas bien. Donc, on dit, vous faire un diagnostic des risques psychosociaux. Et nous, on dit, ce qu'on vous propose, c'est plutôt le monde change, d'interroger les gens sur les facteurs qui favorisent leur qualité de vie, ceux qui euh, les réduisent. Et puis, on va simplement mettre en avant les points forts et les points faibles et puis se focaliser sur une organisation qui tienne compte de ces éléments-là. Et donc, plutôt que de diagnostiquer quelque chose que l'on sait déjà, parce que Coviprev, franchement, superbe étude barométrique menée par Santé publique France, qui tous les 2 mois te donne l'état dépressif, l'état anxieux, les tendances suicidaires, enfin bref, toutes les questions de santé mentale sont présentes dedans. On voit que oui, la situation est dégradée aujourd'hui par rapport à avant et il y a
pas besoin de trop diagnostiquer pour savoir que oui, ça va moins bien. En revanche, de pouvoir se demander qu'est-ce qui fait que ça va mieux, qu'est-ce qui fait que ça va moins bien dans votre quotidien, et de pouvoir travailler sur une organisation de travail qui favorise la QVT, là, je trouve qu'il y a un enjeu intéressant. Et donc, on fait beaucoup ça. On transforme des alertes risques psychosociaux en démarche QVT, en démarche nouvelle organisation du travail. Et là, j'étais dans une boîte qui fait de l'énergie. Et ce qui ressortait, c'est que relation au travail dégradée, alors plusieurs vitesses, puisque les gens vivent pas la même chose, ceux qui sont arrivés en cours de confinement, ceux qui étaient déjà là avant. Mais il y a quand même un point central autour des managers, où en fait, la psychologue qui faisait, parce qu'on a fait une enquête, puis des interviews individuelles, elle me dit, bah, en fait, les managers, ils doivent accompagner la transformation de leur boîte. Ils doivent soutenir leurs collègues qui vont pas bien, donc ils passent du temps sur de l'individu. Les temps collectifs sont de moins en moins nombreux, donc en termes de communication interne, c'est plus difficile. Et en fait, ils ont envie de s'occuper de leurs enfants. Et donc, ben, là où ils restaient plus tard le soir, où ils commençaient plus tôt le matin, ben, ils vont réorienter leurs désirs et leurs envies vers leur vie de famille. Et c'est très louable et c'est très sain pour leur santé mentale. En revanche, ça crée un déficit. Au niveau des collectifs de travail, hein, parce que le temps mangé, bah, il est aussi sur les temps humains plus que sur les temps contraints. Donc, ce que j'appelle temps humain, c'est tout l'aspect managérial du manager, hein, je m'occupe des autres, et le temps contraint, c'est l'aspect, je dirais plutôt reporting, administration, expertise. Celle-ci, elle est contrainte, on peut pas la défaire, on doit relire les presses ou faire des reportings, etc. Elle va être faite. Et ce qui va être moins fait, c'est les temps humains. Je vais aller voir un tel pour lui demander comment ça va. Et en fait, on s'aperçoit que le premier facteur de dégradation de la QVT, c'est la dégradation du lien social. Les gens, même s'ils sont tous d'accord pour dire qu'ils adorent être en télétravail, quand on creuse, on s'aperçoit qu'ils ont perdu un élément fédérateur du travail, le lien social. Et quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fait, les managers ont plus les outils, les moyens de le faire comme ils le faisaient avant, quoi. Alors, Et tu vois, que quand tu dis ça, Camille, non, pardon, je t'ai coupé. non, 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 mais vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire, moi, ça me donne envie quand on préparait ce moment tous les deux avec Camille, je disais que j'avais envie de partager quelques grandes postures qui me paraissaient intéressantes pour le manager. Et l'une d'entre elles, tu disais, la personne a envie de laisser une place potentiellement plus grande à sa vie de famille ou à ses proches, hein. On n'est pas obligé d'avoir une famille. Et cette première tendance, je pense qu'il faut l'inscrire sous le mot ambitieux de management par la liberté. Il y a un sondage intéressant qui a été lancé par Swiss Life au moment du premier confinement en métropole et qui révèle que pendant le confinement, donc on est en mars, avril ou mai, je ne sais plus, 2020, les Français se sont sentis plus libres qu'avant le confinement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais dans 49,5 mètres carrés à 3, dont un enfant de 2 ans. Je ne me suis pas senti tellement plus libre. Et en même temps, en prenant du recul, ce que les Français expriment, c'est que eh bien, le digital a augmenté la liberté. Le fait que tout d'un coup, on n'est plus son manager sur le poil, pour ceux qui considèrent qu'il l'avait sur le poil, évidemment, ça a créé une sorte de respiration. Rappelons-nous que la France est le pays européen, d'après Hofstede, le sociologue, Gert Hofstede, qui a le plus haut indice de distance hiérarchique, c'est-à-dire celui où la hiérarchie a le plus d'incidence en termes de contraintes, de frustration, de poids hiérarchique, en tout cas de relations complexes au manager. Et donc tout d'un coup est apparue la fin du micromanagement à cause de ces confinements. Et les organisations ont dû faire le choix ou bien de se crisper ou bien de se détendre. Il y a des organisations qui demandaient à leurs managers, il y a toujours une même banque française que je connais, qui demandait à ses managers de faire une visio le matin et le soir pour vérifier que les gens étaient bien en télétravail et pas à justement s'occuper de leurs enfants. Et ça, pour moi, je le traduis ainsi, je dirais que c'est une invitation symbolique et une grande opportunité de se dire en tant que culture
d'entreprise, ou moi en tant que manager, je fais quel choix en termes de vision de l'être humain. Est-ce que je suis théorie X, c'est le nom ou théorie Y, donc c'est théorie de sociologie des années 70-80. Est-ce que je pense que l'individu est plutôt feignant, tricheur, paresseux et qui va chercher à se planquer si je le manage pas de près, ou bien est-ce que je pense qu'il est plutôt curieux, ouvert, digne de confiance, envie de découvrir le monde, de servir l'autre, d'accompagner un besoin et d'être utile. Et eh bien, aujourd'hui, on est à un moment où le management par la liberté, c'est l'occasion de faire cet acte de foi, ce saut dans le vide, qui est plus tellement dans le vide parce qu'on a vu quand même les gens en télétravail, ils travaillaient plus pendant les confinements. Rappelons-nous quand même que même si vous venez souvent à ces webinaires, vous êtes des familiers de concepts comme l'entreprise libérée, mais quand même rappelons le grand pape de l'entreprise libérée, hein, Jean-François Zobrist, qui dit « Ne mettons pas en œuvre des processus de contrôle qui vont, pour 3% de tricheurs, qui vont bloquer 97% de personnes dignes de confiance. » Donc tout ça, je conclus en disant, sa premier aspect est qu'elle est s'interroger sur sa propre capacité à accorder cette liberté aux collaborateurs et à apaiser ses angoisses quant au fait que les gens ne seraient pas en train de faire exactement tel qu'on aimerait qu'ils fassent ou potentiellement ils ne travaillent pas. Et alors, excuse-moi, je t'interromps, Non, Alexandre. j'ai fini sur Mais ce oui, mais point. en plus, tu faisais une introduction parce que le vrai sujet, j'ai déjà eu des questions dans le chat, c'est OK, on voit le sujet qui se dessine, c'est le manager, il est exposé à énormément de contraintes organisationnelles, humaines, familiales, et il est très attendu dans cette période. Il est très attendu parce que il faut il y a beaucoup de questions organisationnelles et d'adaptation de l'homme au travail et du travail à l'homme. Et c'est le manager qui est la courroie de transmission de toutes ces transformations et de ces changements. Et le manager, c'est un humain comme un autre. Et il a besoin de se reposer, il a besoin de prendre soin de lui, il a besoin de faire attention. Et ça amène ma question, qu'est-ce qu'un manager peut faire aujourd'hui pour faire face aux enjeux auxquels il est confronté? Je disais en introduction, on a 3 fois plus d'appels de managers pour rencontrer les coachs ou les psychologues de qualité sociale. Sur le baromètre, la souffrance au travail, il y en a 19 points de plus chez les managers que les non-managers. Quels outils, en fait, comment on fait pour les managers? Et tu réponds à cette question, liberté, et c'est les quatre verticales que tu m'avais évoquées, les 4 grandes révolutions, et j'aimerais bien que tu en parles parce que je trouve que c'est inspirant et que c'est utile. Et déjà, c'était très inspirant ce que tu disais par rapport à la question de la liberté. Moi, j'ai entendu un point, et tu t'adresses au manager, est-ce que vous êtes prêt à accorder cette liberté? Est-ce que vous êtes prêt c'est un peu un saut dans le vide en fait, hein, c'est une capacité à se dire, eh ben, je vais avoir confiance dans le fait que ça marche, et si ça ne marche pas, eh bien, je m'expose en fait, parce que je vais devoir payer les pots cassés entre guillemets. Et c'est une question qui est très vraie. Est-ce que je suis prêt à laisser cette liberté aux autres ou pas? Et c'est un premier indicateur, c'est une première chose à faire, selon toi, avant d'agir. C'est Bah, important de dire. Et si ta réponse c'est non, tu fais quoi? Là, si ma réponse c'est non, euh, je pense que ça va mal se passer avec les équipes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà des propres angoisses, de nos propres angoisses qu'on peut avoir en tant que manager, les équipes n'acceptent plus d'être managées comme avant. C'est plus entendable. Il y a un petit exercice qui est intéressant qu'on a fait pour un des clients d'Action Spinoza, la branche conseil de la Fabrique Spinoza, il y a quelques années. On a demandé à des gens d'imaginer, fermer leurs yeux et d'imaginer que leur manager était très présent et se dire quand mon manager est très présent, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens comme émotion. Donc les gens ferment les yeux et ensuite on leur demande de se placer sur une ligne dans une pièce, ils sont plusieurs, avec d'un côté ceux qui ressentent des émotions les plus négatives et de l'autre ceux qui ressentent les émotions les plus positives. Et ils se placent sur une ligne continue comme ça. Et on demande enfin aux gens qui sont aux deux extrémités de dialoguer. Celui qui dit ah bah moi si mon manager est très présent, je me sens bien, et l'autre qui dit bah moi s'il est très présent, ça m'irrite, je me sens espionné. Et on voit que ce dialogue il est instructif parce que il y en a qui disent moi je me sens micromanagé, et il y en a d'autres qui disent moi je me sens soutenu.
Et je pense que aujourd'hui, peut-être la question intéressante, c'est se demander, faire l'exercice du miroir, se demander, moi, qu'est-ce que ça me fait si on ne me fait pas confiance? Qu'est-ce que ça me fait si mon manager est très présent? Et ensuite, transposer ça à ses équipes. Et ça, c'est un exercice qui permet de voir la poutre qu'on a dans l'œil. Et aujourd'hui, comprenons bien que on peut être d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que le manager, il peut bien contrôler, ne pas contrôler, être soutenant et ne pas être soutenant. Donc voilà toute la complexité de la posture. Et tu disais donc, en fait, être le manager que j'aimerais avoir, c'est un peu ça la question qu'il faut se poser en tant que manager. J'aimerais bien que mon manager fasse ça pour moi, donc je le fais. J'essaye d'avoir la posture que j'aimerais qu'on ait à mon égard pour les autres. Oui, bah, peut-être que tu vois, ça fait une transition vers un deuxième sujet qui est celui je parlais de la révolution du corps, c'est-à-dire Ouais. que Résume. est-ce que mon manager, T'as ouais, quatre grandes révolutions. La première, c'est la liberté. La deuxième, c'est celle du corps, c'est ça? c'est celle du corps, exactement. Est-ce que mon manager peut prendre en compte mon corps à la mesure de comment le mien se trouve? Alors pourquoi je dis ça? Et on a publié une étude il y a, en décembre 2019 qui s'intitulait Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur. Et dedans, on présentait une image d'une statue de l'employé de 2040 qui s'appelle Emma. C'est une moulure qui a été faite par un cabinet d'ergonomie. Et en fait, Emma, elle est bossue, elle a les yeux injectés de sang à cause de l'écran. Bossue, on comprend pourquoi, à cause de l'écran. Elle a le teint jaunâtre parce qu'elle a pas assez de lumière naturelle. Elle a les jambes gonflées parce qu'elle est trop sédentaire dans son siège, etc., etc. Et si elle a du poil dans le nez et les oreilles à cause de la mauvaise qualité de l'air. J'ai jamais compris ça, mais voilà, il paraît que ça fait ça. Et donc, Emma, le pitch, c'est le travail peut nous rendre très, très malade si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention au corps. Se rappeler que, d'après une grande enquête de Herman Miller, 54% des Français souffrent de maux dos lombaires, que 2 tiers des Français qui sont en télétravail ne se lèvent que pour aller aux toilettes. Et il y a un autre chiffre qui m'avait marqué, c'est oui, une augmentation de 50% des troubles musculo-squelettiques en 2020. Et donc, tout ça pour dire que le corps, on a vraiment besoin d'y faire attention. On sent qu'on est fatigué psychiquement, c'est vrai, mais aussi physiquement. On n'a pas forcément le mobilier adapté quand on est chez soi. Et donc, tout ça, ça va dans le sens de dire, est-ce que moi, en tant que manager, est-ce que moi, je peux faire attention à ma propre condition corporelle, à ma propre santé physique? Faut dormir plus en ce moment, faut être attentif à soi. Et C'est derrière, ouais. dormir plus, manger équilibré, avoir une activité physique. C'est les trois. Souvent, j'ai beaucoup de psychologues cliniciens qui me disent, bon ben, on traverse tous des états dépressifs, hein. C'est la vie, c'est normal. Et il y a quatre remèdes pour soigner la dépression, l'état dépressif. C'est un psychothérapeute. Ils, ils vendent leur service, somme toute, mais ce qu'ils veulent dire par là, c'est une oreille attentive pour parler de la situation. En deux, une nutrition équilibrée, une activité physique, et mon quatrième, donc voilà, je l'ai perdu, euh, Dormir. voilà, le sommeil. Voilà, Ouais. et se donner des rituels pour avoir des temps de sommeil réguliers. Oui, bien sûr. Oui. Alors, si tu veux aller vers des choses qui sont un peu actionnables, effectivement, dans le champ de l'exercice, il y a une expérience qui a à nouveau été rapportée par Herman Miller, le fabricant de mobilier de bureau, où on sensibilise des gens au besoin de se mouvoir, se lever 5 minutes toutes les 30 minutes ou toutes les heures pour activer son corps. C'est bon en termes cardiovasculaires, c'est bon en termes de cognitif, c'est bon de multiples manières. Mais on s'aperçoit que quand on demande ça aux gens, ils ne le font pas forcément. Et que si on instaure un temps court pendant une semaine, l'obligation
ou en tout cas, ou un rituel sympa qui fait que, bah, tiens, paf, à tel moment, on se lève, on s'active, en fait, on a une diminution d'un facteur 4 des troubles musculo-squelettiques. Ils appellent ça le rituel sit, stand, move, repeat. S'asseoir, se lever, se bouger un petit peu et répéter. Et simplement ça, en fait, ça paraît un peu ridicule de parler de ça. Mais aujourd'hui, on a tellement de temps en visioconférence, penché en avant, des sièges qui sont imparfaits. Allez penser un petit peu à de l'ergonomie, à trouver l'espace de travail adapté, s'assurer que en tant que manager, selon vos moyens, vous encouragez votre organisation à se doter de bureaux qui sont adaptés. Aujourd'hui, parmi les multiples révolutions, on sait qu'on ne travaillera plus dans des bureaux où il y a juste salle de réunion, cafétéria et bureau individuel. C'est plus possible. Aujourd'hui, il faut des espaces pour se reposer, des espaces créatifs, des lieux pour faire de la collaboration accélérée sans avoir besoin de réserver une salle. Donc, tout ça, on peut le résumer sous la forme de révolution du corps. Est-ce que moi, manager, je peux prendre du recul sur moi, m'assurer que je ne lâche pas la rampe? Est-ce que je peux comprendre à un moment, peut-être essayer de négocier un petit budget pour offrir du mobilier à mes collaborateurs en télétravail? Sachez quand même que en termes de jurisprudence, si un collaborateur vient vous voir et exige un mobilier ergonomique chez lui, il aura gain de cause devant des tribunaux. Donc, de toute façon, ça fait partie de l'obligation de l'employeur. Donc, ça, si on essaie de se dire comment faire, ça serait dire qu'est-ce que je pourrais faire, moi en tant que manager, pour que les gens dans mon équipe, et c'est à mon bénéfice également, eh bien, puissent aller bien physiquement. Est-ce que c'est faire venir des paniers de fruits? Est-ce que c'est mettre en place du sport? Est-ce que c'est leur offrir des dispositifs d'endormissement? Est-ce que c'est le sport favorise le sommeil? Tout est lié. Mais voilà, c'est à la fois, et je termine là-dessus Camille, on est à la fois à côté du travail, je comprends bien, hein, c'est l'environnement de travail et pas le travail en lui-même. Et en même temps, après les 18 mois qu'on a vécu, on a des retards de soins, des mauvaises postures, un manque de sport. Et donc, on a besoin d'interroger le corps et son propre corps. Et j'entends aussi dans ce que tu disais, en tant que manager, je prends soin de moi et je mets des dispositions pour que mes équipes puissent prendre soin d'elles. En fait, je prends soin de moi et je prends soin des autres. Voire, on a travaillé avec, je peux en parler parce qu'on l'a publié avec Nestlé et Julie Achilly, qui est la responsable de l'expérience, sur la question de prendre soin de soi pour prendre soin du business, pour prendre soin des autres. Et donc de mettre le prendre soin de soi avant le prendre soin des autres et du business, parce que justement pour rappeler à tous que si on veut pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi et j'entendais ça aussi dans ce que tu disais. Je regarde dans les chats, il y a beaucoup de réactions. Déjà, je te l'avais pas dit, mais tu as eu beaucoup de félicitations, Alexandre, pour ton statut de nouveau jeune papa. Voilà, je le rends à vous tous qui lui avez dit bravo, tu as eu plein de petits mots très très sympathiques et bienveillants. Voilà, je te le dis. Merci, merci. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cet échange. Bon, il y a des questions sur l'actionnaire, quoi, l'argent, en fait, la financiarisation, est-ce que qui tire justement le manager sur son comportement et qui donne des exigences au manager. Il y a des questions qui tournent autour de ce sujet. Il y a Yazid qui a dit un élément important qui reprend ce que tu disais. Il disait dans le premier confinement, une chose essentielle, c'est produire. C'est les individus ont réussi à produire, à mener leurs projets sans les managers, chefs, etc. Parce que en fait, il y avait plus cela, mais le travail a continué. Et il dit, bah, ça aurait pu être un élément fédérateur pour la suite, avancer vers des nouveaux modes de travail, mais malheureusement, on constate que ben, avec tout un tas de nouvelles méthodes de travail digital, avec des injonctions permanentes, de se connecter, expliquer l'avancée de son travail, etc. Et que finalement, il dit, ben, on a eu une liberté qui a montré que ça marchait, mais finalement, depuis que ça s'est stabilisé, ce qu'a apporté le digital, finalement, les notions de contrôle sont arrivées tout de suite après, quoi. Et donc la liberté s'est perdue, alors que ça aurait pu être un axe, euh, un axe de développement important, de travailler cette notion de liberté. Et ça remet une question. Et je vais en propose d'ailleurs. Moi, j'ai une grosse question, c'est voilà, le manager de demain
on l'a vu tout ça, plus de liberté, mais finalement on utilise les outils digitaux pour contrôler. Euh, Qu'est-ce qu'on attend d'un manager de demain? Quels enjeux pour le manager de demain? J'ai ouvert un sondage, donc en fait vous pouvez tous participer dans le sondage. On a mis 4 propositions: maintenir la cohésion dans un monde hybride. Est-ce que voilà, quels sont les principaux enjeux du manager de demain? 1, maintenir la cohésion dans un modèle hybride. 2, insuffler l'engagement durable de ses équipes, soutenir le moral de ses collaborateurs, donner un sens dans un monde qui peut virer à l'absurde. On a 4 propositions. On vous laisse répondre, comme ça va venir alimenter aussi nos échanges. Et, et Alexandre, en attendant, je sais que tu m'avais parlé, donc je reviens sur ces 4 grandes révolutions. Tu nous as parlé de la liberté du corps, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Bah, je vais faire un lien avec ce que tu viens de dire, Camille. C'est, je pense, à la question de la performance. Merci de dire ça parce que, effectivement, vous comprenez, mon élan, il est humaniste, mais il est aussi réaliste. Et justement, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je vous parlais du corps parce que quand le corps ne va pas, l'individu ne travaille pas bien, en plus d'être malheureux. Et si on s'axe vraiment performance, la troisième révolution que je voyais, c'est celle du sens et de la vision. Et ça va répondre un peu à cette question. Vous savez, on voit souvent des sondages apparaître sur les gains de productivité ou des analyses. Et globalement, avec le constat qu'on aurait été très efficace en temps de confinement ou télétravail. Moi, je pense que ces sondages, ils sont à courte vue pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il y a un gain de productivité immédiat, qui est le fait de pouvoir se concentrer et de réaliser des tâches qu'on n'avait pas le temps de réaliser, mais que cet effet-là, il se dilue dans le temps, premièrement. Deuxièmement, ces sondages, ils sont souvent adressés à des collaborateurs qui répondent de manière autodéclarative. Est-ce que vous avez quand votre employeur vous demande est-ce que vous avez l'impression d'être plus productif qu'avant, qu'est-ce que vous répondez? Dans le doute, vous pouvez être amené à répondre bah oui, bien sûr, je travaille encore mieux qu'avant. Et puis, troisième biais, c'est qu'on peut confondre cocher sa to-do list et avancer sur sa mission. Et je pense que l'un des dangers du télétravail et d'un manager qui serait resté en mode to-do list, ça serait de cocher les choses à faire sans prendre le recul et s'interroger est-ce qu'on sert vraiment la raison d'être de son organisation, si on a une. Et donc, ça rencontre avantageusement l'autre constat qui est qu'on a cruellement besoin de sens. Vous vous rendez compte, d'après un baromètre réalisé par l'Institut Think en 2017 avec la Fabrique Spinoza, un autre, 44% des Français considéraient que leur travail ne contribuait pas à enrichir leur vie. Donc, et on est en 2017. Avec les 2 années qu'on vient de vivre, on n'a pas besoin d'avoir 40 ans pour faire sa crise de la quarantaine. C'est la bonne nouvelle, on peut la faire demander à quoi bon, est-ce que j'ai la bonne compagne, est-ce que j'ai le bon travail, qu'est-ce que je fais sur cette terre? On s'est posé la question. Donc le sens, il a besoin d'être là. Et aujourd'hui, le lien avec le management, c'est que d'après Sciences Po Executive Education, eh bien 96% des DRH considèrent que c'est au manager d'énerger le sens pour les collaborateurs. Ça serait donc, en plus de tout ce qu'on a sur les épaules en tant que manager, on a cette tâche-là supplémentaire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est une co-responsabilité entreprise, manager et collaborateur. Mais quand même, il y a vraiment ce besoin-là. Et le sens que l'on se doit de donner, il est à la fois, comment dire, il doit être pratique, mais il y a un besoin de sens supérieur. On voit apparaître ce terme-là. En quoi est-ce que je sers quelque chose de plus grand que moi? Alors, quel lien avec la performance? Vous me direz, eh bien, dans des situations de télétravail ou de travail hybride, les collaborateurs sont amenés à prendre beaucoup plus de décisions sans pouvoir concerter leur manager. Parce qu'il n'est pas à côté, dans la pièce d'à côté, il est loin, il est sur 3 visioconférences en même temps, etc. Donc, j'aime bien dire que la liberté sans la vision, c'est l'abandon. En d'autres termes, en tant que manager, je peux me faire du bien, c'est-à-dire que ma délégation sera effective si j'ai donné un cap qui permet à mes collaborateurs de trancher et de prendre des décisions par eux-mêmes. Est-ce que si je leur demande de préparer un plan d'action, je leur ai spécifié si l'objectif c'était de gagner un maximum de temps, de réduire le prix, le coût au maximum,
de gagner un nouveau marché, d'être innovant, quelle est l'intention? Ou même de servir quelque chose de supérieur. Alors, je vais reprendre des petits exemples un peu sympathiques là-dessus. Je vais en prendre deux. Toujours la fameuse entreprise Favi de Zobrist, elle est quand même intéressante en termes de storytelling. Vous vous souvenez que les ouvriers s'étaient réorganisés en micro-usines autour de machines pour produire des pièces de fonderie. Et après réflexion, après brainstorm, hein, ils sont arrivés à l'idée que leur raison d'être, c'était de se faire aimer par le client, que le client les aime. Alors à la fois, ça donne du souffle, de l'engagement, de la motivation, et puis ça donne un cap. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux équipes soyez innovantes, soyez à temps, livrez des pièces parfaites, ben, ils comprennent que s'il faut se faire aimer, il faut que la pièce elle soit à temps, parfaite, sans défaut, etc. Et en plus, eh ben, ils rajoutaient des cadeaux dans les colis. Donc on recevait sa fourche d'embrayage de Favi et dedans il y avait un petit cadeau, un mot doux, une photo, une boîte de chocolat, que sais-je. Et donc c'est intéressant pour dire que le temps que l'on passe, Elon Musk prend 9%, et ce n'est pas un modèle humaniste. Hein. Je n'ai pas beaucoup de respect pour l'homme. Pour le cerveau, oui, mais pas pour l'homme. Elon Musk, il prend 9% de son temps de présentation du modèle Tesla 3 quand il le présente, ce qui est le plus grand succès automobile jamais réalisé en précommande. Il prend quand même 9% de son temps à expliquer la raison, le why de la Tesla. C'est quoi le temps qu'on prend en tant que manager à expliquer le pourquoi, donner un cap, ou alors le faire s'approprier ou redécouvrir ou découvrir ou construire par l'équipe ou par les collaborateurs. Je pense que ça répond à un besoin impératif, intérieur, profond, et en même temps, c'est au service de l'épanouissement et de la performance. C'est hyper inspirant. Je peux pas m'empêcher de penser à moi, à mon équipe et à ce que je fais et à ce que je vis au quotidien quand j'entends ça. Et puis je me dis aussi, alors moi la chance d'avoir une enfin la chance et le poids d'une double casquette, c'est que je suis manager, mais je suis aussi je suis patron de Cali Social. Donc le sens que je donne à mes équipes, c'est aussi le sens que je donne à Cali Social. Et donc j'ai la possibilité d'influer sur le sens social A sur la société, ce que tous les managers n'ont pas. C'est-à-dire que moi, si à un moment le sens que je donne à mon équipe me plaît pas, je le change, quoi. Hein. Et puis c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Bon, quand même quelques enjeux derrière ou bref. Mais quand je me dis ça, je me dis mince, c'est plus difficile pour un manager d'aller créer du sens. Et même, je me dis, les organisations reposent sur les épaules des managers le fait de trouver du sens dans le travail et de le donner aux autres, quoi. Et je me dis, c'est quand même compliqué parce que c'est un peu facile, quoi. On peut se déresponsabiliser. Et puis, dans le chat, on avait beaucoup de personnes qui nous parlaient de la financiarisation, le fait que, voilà, les actionnaires poussent à la rentabilité, etc. Et l'actionnaire, enfin, je veux dire, quand vous allez à la banque et que vous voyez où est votre argent, vous ne demandez pas le sens du travail des gens qui ont sur lesquels vos capitaux ont été investis, etc. Donc le capital n'est pas n'est pas dans la recherche de sens. Néanmoins, je vois deux opportunités parce que moi, Alexandre, on se connaît un peu, mais pas beaucoup. Mais moi, je suis un grand optimiste en fait de nature. Hein. Je vois toujours ce qui est positif dans ce qui nous arrive, et je me dis, finalement, il y a déjà beaucoup de boîtes, et puis Danone notamment avec voilà, j'ai pas son nom. Faber, Oui, Emmanuel Faber. Emmanuel Faber, qui a questionné la question du sens, les organisations allaient vers quel est le sens de notre organisation pour la société. Et il y a le président de BlackRock. BlackRock, c'est le premier fonds d'investissement au monde qui, au moment de sa retraite, oui, il levait le pied un petit peu sur son activité. Il a dit dans son discours de départ, il a dit, mes plus beaux investissements dans la vie. Donc BlackRock, c'est le fonds d'investissement le plus solide du monde, donc le plus dur, le plus requin, le vrai capitaliste. Il a dit, mes plus beaux investissements dans la vie, c'est quand j'ai investi dans des boîtes qui avaient un impact et qui avaient du sens sur la société. Et je trouve que ça, c'est la grosse opportunité de tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, finalement, oui, les managers, on leur donne la responsabilité de trouver du sens dans le travail, mais la réalité, c'est que le manager, s'il ne trouve pas le sens, à un moment, il va remonter à son manager pour dire, mais écoute, moi, j'ai pas de sens à leur donner, quoi. La mission de la boîte, elle fait pas sens, quoi. Donc, soit je me barre, je reste pas, soit j'ai une équipe qui est déconnectée. Et finalement, je pense que tout ça, par rapport à ce que tu dis, ça donne du poids au fait que les entreprises ont de plus en plus
un devoir, et c'est même pas ça, c'est qu'elles n'ont pas le choix en fait d'avoir du sens et d'avoir de l'impact sur la société. Et même un Total Énergie, bah d'ailleurs Total qui maintenant s'appelle Total Énergie, c'est un symbole fort pour dire ok, alors la patronne de la communication de Total le dirait pas comme ça, mais ok, on fait du pétrole, on contribue à la dégradation écologique mondiale, et puis comme on est Total, on contribue plutôt fortement, mais chez Total, on réinvestit dans une énergie plus verte, et finalement, on est aussi premier investisseur de la révolution énergétique dans le monde, et la mission de Total aujourd'hui, et la mission qu'elle donne à ses collaborateurs, c'est comment changer l'énergie de l'humanité. On ne va pas couper le robinet du pétrole, mais il faut qu'on fasse une transition. Et nous, Total, on doit être le premier acteur de la transition énergétique mondiale. Mm. Et tu vois, ils ont cette obligation. Et je me dis, par rapport à ce que tu dis, bah, finalement, c'est une superbe opportunité que toutes les organisations, et elles n'ont pas le choix finalement, se requestionnent sur quel est le sens de notre organisation sur la société. Et bah, il y a une sorte d'élimination qui va se faire naturellement, quoi, de Ouais, pas bien sûr. pouvoir. Mais je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que l'évolution, la création du statut des entreprises à mission avec la loi Pacte est une bonne disposition. Il y a des évolutions culturelles et réglementaires qui sont bonnes. Après, peut-être se dire aussi que il est toujours possible d'aller trouver un sens qui est plus modeste, hein. C'est-à-dire que permettre à des collaborateurs qui sont des clients internes eh bien, de bien faire leur travail, c'est déjà quelque chose. Favoriser l'épanouissement humain de son équipe, ça peut être un sens. Je ne crois pas qu'il faille non plus avoir une forme d'aristocratie entre des gens qui auraient des métiers infiniment utiles et des gens qui auraient des métiers qui serviraient à rien. Il faut être attentif à ça. Parce que les soignants qui nous sauvent mangent des yaourts. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, contribuer par le pilotage financier dans une entreprise à ce que les yaourts produits soient dans des bonnes conditions, soient bio et qu'à la fin, les soignants aillent bien. Enfin, voilà, juste prendre conscience de où on se situe dans le monde et réinterroger sur son équipe à l'intérieur d'un système contraint pour se dire à quoi nous servons. Et puis, si la réponse c'est à rien et que la tension est trop forte, eh bien, effectivement, à un moment, selon sa liberté économique, eh bien, il faut partir, je pense. Ouais, gros sujet. J'ai partagé les résultats du, du webinaire, enfin du sondage, pardon. Quels sont les principaux enjeux du manager demain? Bon, on n'avait que des bonnes réponses. Et donc, les résultats sont tiraillés. Globalement, on a un tiers des participants. Il y a eu trois. Il y en a une principale, maintenir la cohésion dans un modèle hybride. D'ailleurs, j'ai un autre sondage qu'on a fait dans une autre boîte qui était assez intéressant parce qu'on a mesuré, comme tu l'as fait, le rapport au télétravail et la perception de QVT. En fait, on voyait qu'il y avait un U, à savoir ceux qui sont full bureau sont plutôt bien, ceux qui sont full télétravail sont plutôt bien, et ceux qui sont en télétravail hybride sont ceux où la QVT, les indicateurs de QVT sont les plus à mal parce qu'il y a un besoin d'organisation. Et là, on voit que les stats qui ressortent du sondage, c'est priorité du manager, maintenir la cohésion dans un modèle hybride. Ce qui arrive en deux, c'est insuffler l'engagement durable de ses équipes. Et en trois, donner un sens dans un monde qui peut virer à l'absurde. Je pense que en fait, on est totalement à propos par rapport à nos échanges sur le sujet. J'ai ouvert un autre sondage. Quelles sont les compétences clés que les managers devront acquérir selon vous? Et je vais te recentrer, Alexandre, sur les quatre grandes révolutions, amour et sens. J'aimerais que même si on en a parlé indirectement, mais que tu nous parles de ces quatre grandes révolutions parce que je trouve que c'est un très bon outil, des bonnes guidelines que l'on peut tous avoir pour, euh, pour avancer dans notre rôle de manager dans ce contexte parce que voilà, c'est pas mécanique, quoi. Et avant de partir, euh, euh, il y a, vous savez, ceux qui ont l'habitude de venir, on partage une boîte à outils euh, et donc je vous ai préparé un outil pour les managers que je partagerai tout à l'heure pour partir avec des affaires sous le bras, entre guillemets, pour avancer. Alexandre, je te laisse la parole sur tes quatre grandes Ouais, révolutions et ces ouais, notions bien d'amour. sûr. Bah, on a donc parlé de celle de la liberté, on a parlé de la réappropriation de son corps, on a parlé de celle de la vision et du sens, et donc la dernière qui fait écho au fait de maintenir la cohésion dans un monde hybride.
pour moi, c'est celle que j'avais envie par audace, pour se donner de l'énergie, et que j'avais envie d'appeler la révolution de l'amour. Et je parle de ça parce que, en fait, ça rejoint quand même le fait de soutenir le moral des collaborateurs. Mais comme tu l'as dit, les enquêtes de Santé publique France suggèrent que les Français vont pas très bien, pas si bien que ça en tout cas. Et moi, le chiffre le plus alarmant que j'avais vu, c'était en fin novembre 2020. Il y a quand même 22,6% dans cette même enquête des Français qui étaient en état de dépression. Donc là, aujourd'hui, tu disais qu'on était descendu à 1 sur 7. Donc à l'époque, c'était 22,6, donc c'est plus que ça, entre 1 sur 4 et 1 sur 5. Et là, on ne parlait pas de anxieux, on va dire, en état de dépression. Donc se dire quand même, se rappeler qu'on a une queue de comète qui n'est pas encore passée de gens qui sont en détresse. Et toujours pareil, se regarder un peu le nombril aussi et se rappeler que si les masques à oxygène tombent dans l'avion, on nous demande de nous le mettre d'abord avant de le mettre aux autres. Donc, c'est interroger comment on va. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les slogans Don't manage love sont pas si absurdes que ça. C'est l'amiral Olivier Lajousse, l'ancien DRH de la Marine nationale, vous savez, élu DRH de l'année en 2012, qui dit, en parlant de ces hommes, il dit, moi je les aimais, il était quand même commandant de frégate dans le Golfe, moi je les aimais parce que c'était le seul moyen de vivre les aventures que nous avions à partager ensemble. C'était les seules conditions humaines qui permettaient de vivre les aventures, en l'occurrence professionnelles, ensemble. Il dit hommes et femmes, hein, mais c'est un langage de la marine. Donc, c'est un peu important de se rappeler ça, se souvenir qu'on a tellement besoin de convivialité. Quand vous voyez vos collaborateurs physiquement au travail et qui sont en train de prendre un café, eh ben, ils ne sont pas en train de perdre leur temps, en fait. Ils sont en train de renouer des liens, créer de l'unité, décloisonner, partager l'information sérendipitaire. D'après une enquête menée par un aménageur de bureau, 70% des informations échangées au quotidien le sont de manière informelle. Donc, ce temps de convivialité, ce temps de retour en présentiel, vous avez besoin non seulement de le tolérer, de l'accepter, mais aussi de le vivre, en profiter et enfin l'encourager et lui donner de la place. Alors, ça passe par ce thème d'amour, il recouvre à la fois la convivialité, il recouvre le fait d'être attentif aux émotions de l'autre, il recouvre des pratiques comme les minutes météo pour interroger comment les autres vont. Il recouvre aussi le fait de transformer les espaces, peut-être, je reviens à ça, si on peut les rendre plus créateurs de liens humains. Il passe par le fait de mettre en place des procédés qui font que quand on va au travail physiquement, on ne se retrouve pas tout seul, parce que sinon, c'est le syndrome de la cabane. Les gens restent chez eux. Comme ils restent chez eux, ils sont déprimés. Comme ils sont déprimés, ils restent chez eux. Le plus gros challenge auquel vous faites face, peut-être aujourd'hui, très prosaïquement, c'est de créer les conditions qui font que les gens reviennent au travail et que revenus au travail, ils goûtent le plaisir d'être ensemble. Et s'il y a bien quelque chose dont on n'a plus besoin de faire la preuve, c'est qu'il y a un lien entre épanouissement et performance. En 2015, on a besoin de le prouver. Maintenant qu'on a vécu le confinement ou la crise sanitaire, on voit qu'il y a un lien fort entre les deux. Donc voilà, mon invitation, c'est allez, tournez-vous vers tout ce qui peut aller dans le sens, en tant que manager, de la convivialité, de l'entraide, de la prise de température émotionnelle, les minutes météo, les règles, les chartes de convivialité, les rituels amicaux ou de camaraderie. On en a vraiment besoin. Merci beaucoup, Alexandre. Et ça me fait penser que chez Cali Social, on s'est posé la question, on est en hybride chez Cali Social, on est à 2 jours et demi semaine, sur site, 2 jours et demi maison. En fait, c'est 3 jours une semaine, c'est variable. Non, 3 jours semaine, pardon, sur site, mais il y a tu choisis en fait les jours, mais il y a des jours où tout le monde est là. Pour moi, c'est important, parce qu'il faut vraiment maintenir la cohésion. Et en fait, on a interrogé, je l'ai pas fait tout seul, je me suis pas dit, bah, tiens, on va faire comme ça. J'ai interrogé les gens en disant, bah, pourquoi on revient au travail, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et en fait, la réalité, c'est que tous les jours, on est là, on a mis des rituels, en fait, le lundi matin au bureau, mais il y a
c'est une démarrage de semaine avec comment s'est passé ton week-end, quels sont mes enjeux, de qui ai-je besoin. Bref, et puis le jeudi, il y a autre chose. Enfin bref, on a mis des temps collectifs pour favoriser le collectif. Et il y a un exercice que j'ai fait, et que je l'ai fait un peu naïvement, parce que je ne l'ai pas fait à dessein, je l'ai fait assez naturellement. Et je pense que c'est un bon exercice. C'est que j'ai posé la question à mes équipes. Je leur ai demandé pourquoi on doit revenir au travail, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. J'étais euh, convaincu qu'il fallait du retour au travail, mais je savais pas comment le faire. Je leur ai posé la question et en fait, ils ont apporté les réponses. Et on a construit notre organisation actuelle à partir des réponses de tout le monde. En fait. Hmm. Euh, Camille, j'adore ce que tu dis et tu vois, je me dis quand je t'entends dire ça, c'est chouette parce que tu enlèves du poids des épaules des managers en disant on a compris la problématique, on va trouver la solution avec les équipes, on n'est pas tout seul à devoir tout imaginer. Et j'ai envie de terminer par une pratique que je trouve vraiment forte pour pas repartir en se disant oh là là, il faut que je sois un manager de la confiance, de l'amour, de tout ça, mais alors ça me rajoute encore un sac sur les épaules. C'est la région Occitanie qui met en place du flash co-développement. Et donc, ils ont formé un temps assez court, je crois que c'est une journée ou une demi-journée, leur manager, enfin, c'est pas si court que ça, au co-développement, donc des méthodes d'entraide entre managers. Et ensuite, ils ont maintenu un rituel où pendant un mois, tous les jours, par binôme, un manager appelle un autre pendant 30 minutes pour savoir de quoi tu as besoin aujourd'hui, comment je peux t'aider. Jour 1. Jour 2, on inverse. C'est toi qui m'appelles, j'ai un caillou dans ma chaussure, est-ce que tu as une idée pour m'aider? Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, par mise en abîme, vos managers à vous n'ont pas toujours le temps qu'il faut pour vous aider, de trouver de l'entraide horizontale et mettre en place des dispositifs avec les pairs pour imaginer des solutions, les ritualiser. Nous, on a des buddies à la Fabrice Spinal, des binômes, des buddies, du flash codev, des choses comme ça, qui sont pas si prenantes que ça, mais qui apportent un soutien opérationnel et en plus émotionnel. en tout cas, je me dis qu'on a encore plein de trucs à faire chez Cali Social avec tous tes retours. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. On arrive à la fin de ce webinaire. Alexandre, tu as donné beaucoup de références. Il y a eu beaucoup de demandes. Est-ce qu'on peut avoir les liens vers les études, les enquêtes pour s'inspirer et puis aussi en profiter? Donc, si tu pourras nous transmettre quelques liens d'enquêtes intéressantes et puis toutes les enquêtes que tu as menées qui sont intéressantes, on vous les adressera à tous les participants dans l'email de remerciement avec les éléments. Je vous ai également mis un lien 9 conseils. C'est 9 conseils pratiques pour manager dans cette période. Je pense que le message, si je devais le résumer, Alexandre, et tu me diras si c'est bien, c'est un, prendre soin de soi pour prendre des autres. Deux, quand on prend soin des autres, il y a 4 grands axes et on les a répétés. Liberté, le corps, la vision et le sens et l'amour. Et, et se faire confiance et faire confiance aux autres, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut agir, en tout cas, et qu'on trouvera les solutions. Moi, j'ai confiance là-dedans. Et je me dis, parce que je fais du hockey sur glace, tu sais, enfin non, tu le sais pas, mais je te le dis, je fais du hockey sur glace. Et hockey sur glace, en fait, tu joues soit tactique, soit l'homme. Quand tu joues tactique, c'est la disposition du terrain pour aller marquer. Mais jouer l'homme, c'est empêcher l'autre d'aller marquer, mais tu vas jouer la personne. Et j'ai l'impression, dans cette période de Mmh. manager, il doit jouer l'homme. Il doit aller interroger l'humain et voir où il en est et travailler avec l'individu, parce que l'individu saura trouver les mécanismes pour atteindre la mission de l'organisation de l'équipe. Bah, c'est ce qui fait que la Harvard Business Review, qui a interviewé mon adjointe Amélie Motte, euh, mentionnait que, sur ce sujet que 85% des compétences managériales de demain sont autour de l'intelligence émotionnelle. C'est pas l'intelligence analytique, l'innovation, la capacité d'analyse, enfin de synthèse. Non, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, prendre des décisions organisées dans des milieux complexes, comprendre le moment où quelqu'un va bien, va pas bien, les ressorts humains, le prendre soin, tout ça, ben, ça s'appuie sur l'empathie, de la régulation d'émotions, etc. Voilà, donc merci, Et on en revient à l'homme et à la tu femme. clôtures bien parce que notre sondage, le dernier sondage, les compétences clés que les managers devront acquérir selon vous, en un est ressorti développer son intelligence émotionnelle. La Super. boucle est bouclée. Merci Alexandre.
Merci à tous d'avoir participé à ce moment. On a eu beaucoup, beaucoup de participation, beaucoup de messages très positifs. Je t'en ai passé, hein, Alexandre, parce qu'il y a eu des éléments qui allaient dans le sens de ce que tu disais, de ce que l'on disait. Il y a eu voilà, les injonctions paradoxales de la vie du manager d'aujourd'hui qui sont ressorties, mais aussi voilà, des questions sur ce que vit un manager aujourd'hui. Merci Alexandre d'être venu. Malgré le fait que tu as un enfant, un nouveau-né de 7 semaines qui a des problèmes de santé et que ça crée de l'anxiété chez les parents et c'est normal. Et merci à toi de t'être livré de manière authentique à nous tous. Et merci à vous tous pour vos messages bienveillants à son égard et à mon égard et de vos questions qui nous ont permis aussi de centrer le sujet, de se focaliser sur certains aspects finalement du manager de demain. C'était un moment sympa. On a passé 1 heure ensemble, c'est passé très très vite. Juliette le dit, hein, merci, c'était très intéressant. Sujet complexe en 1 heure avec un clin d'œil de Lyon. Bref, j'ai plein de messages très très sympas. GG, dit Florent. Bonne torture par privation de sommeil. Alors, je sais pas à quoi Florent, mais si quelqu'un